Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire dans le cadre de notre campagne sur les chutes de hauteur. Une campagne qui s'intitule Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc je me présente, je suis Mohamed Travelsi, responsable équipement protection individuelle à la direction technique. Je serai accompagné par mes collègues Arnaud Krebs en tant que modérateur et, euh, et aussi Yannick qui a eu l'aimabilité et la solidarité interne pour nous accompagner et renforcer l'équipe pour pouvoir répondre à vos questions tout à l'heure et vous partager certains éléments. Donc, il y a toute une équipe derrière aussi dans les coulisses pour pouvoir réaliser ce webinaire dans les meilleures conditions. Ce webinaire donc rentre dans le cadre d'une campagne nationale sur le sujet, donc dans le cadre de nos actions travaux en hauteur, pas de droit à l'erreur en fait de l'OPP-BTP. Le choix a été fait de l'intituler sous le titre donc ça n'arrive pas qu'aux autres, avec plusieurs partenaires. Vous avez la liste des logos en bas de votre écran. Il y a l'assurance maladie, il y a le ministère du Travail, service de prévention et santé de travail du BTP. Il y a aussi l'OPP-BTP. Plusieurs événements au niveau régional avec des partenaires régionaux aussi, donc sur chaque agence et chaque région en France. Donc c'est l'occasion qui permettra à l'ensemble des parties prenantes très sensibles à ce risque qui est lié aux fortes chaleurs de pouvoir œuvrer et participer pour pouvoir baisser, faire face à cette sinistralité, améliorer les conditions de travail sur tous les métiers qui sont concernés par les fortes chaleurs. Je vous propose de commencer par une vidéo, présenter un peu les enjeux, la campagne. Donc, je demande à la régie de lancer la vidéo, s'il vous plaît. Tu cours là. Tu seras rentré à 17h? Non, je t'ai dit. Soyez prudents. Ça va? Toi? Allez, on y va. Envoie le cul de biche, s'il te plaît. Non, t'es sur ton coup, je te le donne en bas si tu veux. T'inquiète, fais confiance, vas-y. Allez, putain! Hey! Ça va? Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Travaux en hauteur. Pas droit à l'erreur. Donc voilà l'intérêt, comme vous avez pu le constater, l'intérêt de la vidéo, c'est vraiment ça nécessite aucun commentaire, elle est autoportante. Le risque, le risque existe, ça n'arrive pas qu'aux autres parce qu'on a l'impression parfois aussi que on est à l'abri, qu'on peut faire sans protection, qu'on gère, hein. On entend beaucoup aussi, je gère, je vais réussir à gérer, il y aura pas de, il y a pas le sentiment, le besoin de mettre en place les mesures de prévention, de protection. Et c'est vrai que ça permet en tout cas, et l'idée en fait, notamment de ce webinaire parmi d'autres, hein, c'est de partager quelques éléments, quelques éléments en lien avec la protection. Là, nous serons axés tout le long de ce webinaire sur les équipements de protection individuelle, euh, qui va être aussi la slide d'après, qui va être aussi avec le programme d'après, le programme du webinaire. Donc, je vais vous partager quelques chiffres clés, quelques témoignages. On va passer rapidement parce que j'ai envie de vous partager beaucoup de choses sur les EPI, les équipements de protection individuelle, donc pour prendre le temps. Commencer par le lien entre les principes généraux de prévention et les EPI. On va regarder ensemble des points de vigilance sur le système d'arrêt de chute, entre le harnais, la liaison, l'ancrage, la responsabilité entre le salarié et l'employeur, qui est responsable de quoi. On aura l'occasion vers la fin d'aborder l'innovation aussi, parce que c'est comme tous les autres pays, comme tout secteur, ça innove aussi. Et on finira par vous présenter le site de notre campagne sur les chutes de hauteur. Donc, c'est 1 heure qu'on va passer ensemble. Il y aura des moments consacrés aussi à des questions. Et vous aurez aussi par la suite le replay pour pouvoir aussi, si je risque de passer rapidement sur certains éléments où on n'aura pas le temps de répondre à vos questions. Donc sachez que vers la fin du webinaire, je ferai au mieux pour pouvoir
laisser un peu de temps pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Une partie des questions sera gérée par mes collègues dans les coulisses. Les autres qui nécessitent mon intervention, je prendrai le temps et si le temps n'a pas suffi, je reviendrai vers vous. Donc, on s'engage à revenir vers vous pour pouvoir vous répondre à vos questions par courrier. Donc, il y aura des liens par email. Donc, il y aura les liens aussi utiles pour pouvoir vous partager. À chaque fois, je présente un guide, un document, une vidéo, vous aurez le lien directement et on profitera avec quelques tests de connaissances. J'ai fait le choix de 2 tests de connaissances pour qu'on puisse un peu, à la lumière de vos réponses, réagir et compléter un petit sondage vers la fin pour pouvoir donc nous donner un peu plus de votre temps pour donner votre avis sur le sondage et son déroule sur le webinaire et son déroulement via un sondage pour que on puisse aussi améliorer nos prochains webinaires. N'hésitez pas à réagir avec les questions via la rubrique en bas à droite questions. À chaque fois, vous avez une question qui vous interpelle ou un besoin d'information, n'hésitez pas. Et côté chat, ça vous permet aussi de réagir. Donc, les QR passent par les questions. Les réactions sur certains points, en dehors des questions qui nécessitent une réponse, vous pouvez utiliser la rubrique chat. Bah, écoutez, je vous propose de commencer. Donc, en quelques chiffres, c'est unanime aujourd'hui, hein, le problème des chutes de hauteur aujourd'hui, bah, c'est ça, les chiffres parlent, hein, donc un mort sur 2 par chute de hauteur qui est lié à l'activité du BTP. Ça reste en fait le premier, le premier secteur impacté par les chutes de hauteur en termes de sinistralité. Euh, c'est le deuxième risque pour les autres secteurs. 3/4 des accidents dans les entreprises de moins de 50 salariés, donc ça touche aussi les petites structures. Il y a un accident de travail mortel sur 5 qui est dû aux chutes de hauteur. Et l'avant-dernier chiffre, les chutes de hauteur donc de moins de 3 mètres représentent un accident grave sur 2. Donc la hauteur, on a l'impression parfois 3 mètres, c'est pas très, c'est pas très haut, mais bon, vous allez voir tout à l'heure, c'est à partir du moment où les pieds ne touchent pas le sol, il faut regarder sérieusement les choses. Et le dernier chiffre, un arrêt lié à une chute de hauteur, heu en moyenne, une moyenne de 4 de 4 mois. Donc, statistiquement, je pense que je vous le souhaite pas, vous peut-être eu des accidents ou vous avez connu quelqu'un qui a eu des accidents, c'est en dehors, en fait, derrière ces chiffres-là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est il y a des hommes, il y a des femmes, hein, il y a des familles. Donc c'est un sujet qui nous concerne de près et de loin. Donc c'est pas que statistique, c'est pas que des chiffres. Un accident mortel de plus, c'est toujours un accident de plus, hein. Donc, c'est très important aussi de partager et d'être le plus armé possible par rapport à ce risque. Donc un témoignage, vous verrez vers la fin du webinaire, donc le lien va être vers notre site internet sur les chutes d'auteur. Il y a plusieurs témoignages. J'ai fait le choix de celui-là, hein. C'est Monsieur Wolfer, donc un giron en fait BTP, qui nous a partagé ce verbatim, cette phrase: 30 ans d'expérience. Tant que l'on n'a pas d'accident, on croit que l'on va passer à côté. Et c'est vrai pour moi, ce témoignage, cette phrase reflète vraiment en fait les problématiques qu'on a. Quand on regarde aussi les retours d'expérience ou l'analyse de certains accidents, ça explique dans certains cas, ça explique certains comportements aussi. Et ça, on a l'impression toujours qu'on va passer à côté, qu'on n'a pas, qu'on peut faire autrement. On néglige un peu la prévention. Ça nous arrive aussi d'aller trop vite parfois parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a la pression. Et c'est la prévention, c'est la protection qui prend le coup, qui passe parfois à côté. Donc, c'est un point aussi de vigilance. C'est pour cette raison, j'ai fait le choix et je vous laisserai l'occasion et le temps tout à l'heure d'aller voir par la suite les autres verbatims. Je trouve en tout cas ce témoignage parle beaucoup, il donne beaucoup plus d'indications sur tout ce qu'on peut vivre sur les chantiers, dont les entreprises. Donc là, on arrive au premier point, le lien avec les PGP, les principes généraux de prévention et des EPI. Bien évidemment, je ne peux pas aborder les EPI sans vous partager aussi que on est dans l'esprit même des principes généraux de prévention. Les EPI, c'est le dernier recours. Donc, il faut d'abord essayer d'éviter le risque. Par la suite, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques. Quatrième étape, adapter le travail à l'homme, tenir en compte l'état d'évolution de la technique, donc via la veille. Essayer de remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux.
Planifier la prévention, c'est s'organiser aussi par rapport à la prévention en intégrant toutes les parties techniques, organisationnelles et relations aussi, hein, sociales. On arrive au point 8, prendre en compte les mesures de protection collective, leur donner la priorité et il y a toujours un risque résiduel. Il faut penser aux équipements de protection individuelle, donc c'est le dernier recours, les accompagner par la suite avec tout ce qui est instruction appropriée aux travailleurs. Comment ça se traduit dans le monde de l'anti-chute? Donc d'abord, concrètement, les chutes de hauteur, il y a des solutions pour empêcher la chute, c'est l'idéal. Si on arrive, on n'a pas besoin, hein, il faut faire en sorte d'éviter les mesures de protection collective et individuelle, c'est d'éviter d'être en situation de chute. Et là, vous avez, donc si j'essaie d'alimenter hein, visuellement en fait, chaque cas, là, vous avez le premier cas où il n'y a aucun risque, étant donné qu'il y a une protection qui n'expose pas le salarié à proximité du garde du corps, qui n'expose pas le salarié à un risque de chute de hauteur. Les protections collectives, il y a toutes les autres solutions en termes d'échafaudage, de nacelles, de pirles, donc il y a pas mal de types d'échafaudage aussi. Donc il y a d'autres solutions collectives qui partent en fait du principe que, heu, éviter vers un risque résiduel ou éviter d'aller vers l'obligation de porter un EPI. Donc on reste dans son environnement de travail, dans son poste de travail et ce poste de travail en lui-même, il est protégé. Ce qui fait que le salarié qui est dans ce poste de travail, par conséquent, il est protégé aussi. Et il y a les ports des EPI, ports des équipements de protection individuelle. Et à partir du moment, on n'a pas le choix, il y a des problèmes techniques, il y a des freins techniques, on a tout mis en place, mais il reste encore des risques résiduels. Nous sommes dans l'obligation. C'est le code du travail, c'est une obligation, hein, c'est pas un choix. C'est obligatoire de porter un équipement de protection individuelle. Euh, Pourquoi c'est important? C'est important dans le sens où c'est le dernier recours. Donc c'est le dernier rempart. On n'a plus le droit à l'erreur après. C'est que si je choisis mal mon EPI anti-chute, si je paramètre mal, si je l'entretiens mal, si je le porte pas, s'il y a un souci quelque part, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est fini. C'est le dernier recours, c'est le bouclier. Donc, on peut pas le négliger ou on peut pas le dire: «Bon, c'est un EPI, bon, de toute façon, c'est pas important, je vais pas le porter ou je vais mal l'entretenir ou je vais pas garder une traçabilité», comme on verra tout à l'heure sur les équipements de ce type, donc nécessite une vérification réglementaire périodique, une traçabilité. Donc tout ça, c'est pour donner de l'importance à l'équipement de protection individuelle, c'est notre dernier bouclier par rapport à un risque donné. Donc là, on va mettre l'accent sur les EPI anti-chute. Je vous ai tout à l'heure pris l'exemple des 3 mètres. C'est pas anodin, hein, donc si bon, j'ai menti un peu sur mon point, mais bon, c'est pour l'exercice. On est à 60. Vous prenez un homme ou une femme à 70 kilos à 3 mètres de hauteur. L'énergie, c'est très simple. Ça rappelle à certains peut-être certaines formules et l'école. L'énergie, c'est masse fois la gravité fois la hauteur. Si je fais masse, donc 70 kilos fois la gravité, on va arrondir à 10, fois la hauteur en mètres, 3 mètres, ça me donne 2100 joules. Donc l'énergie pour un homme de 70 kilos qui peut faire une chute de 3 mètres, elle est de 2100 joules. C'est énorme. C'est énorme. Pour ceux qui ont du mal peut-être à imaginer, parce que la notion joule peut ne pas parler à certains, vous imaginez juste une pomme de 100 grammes qui fait une chute de 2 kilomètres pour arriver à la même énergie. Donc je vous laisse imaginer dans quelle forme et quel état la pomme va trouver le sol après 2 kilomètres de chute. C'est très long, hein. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, les 70 kilogrammes sur 3 mètres de chute, c'est vraiment de 2100 joules, ce qui n'est pas anodin. Donc on a l'impression parfois, on est loin du sol ou légèrement loin du sol et on a l'impression de dire: «Je n'ai pas besoin d'être protégé». C'est un constat personnel. Moi-même, j'ai vécu une chute de 4 mètres et j'ai vécu ça vraiment. Donc je suis monté sur mon toit pour une réparation. Je me suis dit: «Bon, la fougue de la jeunesse, et je me suis dit: «J'ai pas besoin de me protéger, c'est pas grave, de toute façon, c'est très rapide, je vais le faire rapidement». Je chute, je mène avec moi mon toit, l'échelle du toit et je me retrouve aussi, donc je vous ai pas amené de détails après, c'était très, traumatisant, et c'est vrai, c'est ce sentiment de dire: «Je suis pas très loin du sol, ce n'est pas grave». Non, en termes de mathématiquement parlant, on peut le prouver, et je le souhaite à personne de ne pas attendre un accident pour le comprendre et le réaliser.
Ça, c'est une notion d'une chute et la hauteur. Il y a aussi une autre notion, c'est la notion entre la différence entre sauter et chuter. Le saut, il est maîtrisé. Donc, le corps se prépare pour sauter. Donc, psychologiquement, cérébralement parlant, mentalement, on sait qu'on va sauter, donc on se prépare au contact avec le sol. Donc, l'impact au sol d'un saut, on est dans l'ordre de 410 kN. On l'amortit avec les genoux, le corps amorti et on est prêt à être accueilli par le sol. La chute, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas prévu la chute. On s'est pas préparé comme un saut. On l'a pas calculé, ça arrive d'un coup, on ne sait pas et ça boum, ça arrive et on tombe et là on peut aller jusqu'à 1500 décanewtons. Donc on n'a pas la force par rapport à ces valeurs de décanewtons sur 1500 décanewtons, il n'y a pas de force pour se rattraper. On ne peut pas se rattraper à cette force-là, humainement, on ne peut pas se rattraper. Rajoutons à cela l'histoire de la force et à la durée de la chute. C'est très rapide une chute. C'est très, très rapide. Donc on passe pour 1 mètre, on est sur 0,2 secondes. Pour 4 mètres, on reste toujours inférieur à 1 seconde. Donc on n'a pas le temps de réagir, on n'a pas le temps de se rattraper. Tout ça pour vous dire que pour ceux qui confondent un peu saut et chute, la chute, on n'a ni la force pour le rattraper, ni le temps pour se rattraper. Donc quand je zoome maintenant sur les EPI, pourquoi tout ça, ça rentre en fait dans cet esprit-là, hein, pour aller vers le besoin de se protéger et aussi le besoin de ce qui explique pourquoi les EPI anti-chute, c'est des EPI de catégorie 3. Hein. C'est selon le règlement européen, on est sur des équipements des accidents graves et mortels. Donc c'est un marquage CE derrière qui garantit que l'équipement finira par nous protéger. Ça fait partie aussi, les appareils de protection respiratoire sont dedans aussi, hein, donc parmi d'autres, risques électriques aussi. Donc c'est un risque grave et mortel. Les EPI anti-chute y font partie. C'est quoi un EPI? De façon générale, c'est un dispositif ou un moyen qui est destiné à tenir ou porter pour protéger un porteur, un salarié en fait, de un ou plusieurs risques. C'est ça la définition d'un équipement de protection individuelle. La spécificité d'un EPI de catégorie 3, en l'occurrence, on est sur les EPI anti-chute, c'est que on a aussi, en plus du marquage CE, on a aussi l'identification du laboratoire notifié. C'est l'organisme qui a fait les essais, il a testé et il est garant hein, que l'équipement, en plus de ce que revendique le fabricant, il est bien conforme aux normes européennes, il est bien conforme aux normes et des spécifications qui permettent de garantir que le pays finira par nous protéger. Un système d'arrêt de chute, c'est pas très compliqué. On a 3 points, 3 éléments qu'on verra tout le long de ce webinaire. On a le point d'ancrage, on a la liaison entre le salarié, le harnais et le point d'ancrage, et on a le harnais. C'est les trois points importants qui permettent, qui définissent en fait un système d'arrêt de chute. Si on commence par le harnais, le vocabulaire que je vais utiliser là, tout le long de ce point-là sur, la partie harnais, je vous le partage. Hein, donc, on est sur un vocabulaire normatif, hein, les normes en fait et vocabulaire technique. Donc, vous voyez un peu sur l'écran, il y a les bretelles, les sangles, il y a les cuissards, les éléments de réglage, il y a les boucles. On parle aussi de maintien, pour le maintien des éléments d'accrochage pour le maintien de travail. Donc c'est les éléments qui composent un harnais. Il y a 3 types, moi je préfère les présenter selon en fait l'utilisation. Donc on est soit sur un besoin, selon les besoins. Soit on est sur un besoin pour être retenu en cas de chute, soit on est sur un besoin de maintien, soit on est sur un besoin de suspension. Donc c'est très important de bien regarder d'abord la tâche, elle nécessite quoi comme opération. On définit bien en fait derrière le métier, il y a des tâches. On regarde bien derrière ces tâches-là, ça engendre quoi comme risque. On rajoute à cela la morphologie aussi de la personne, parce que ce qui marche pour l'un peut ne pas marcher pour l'autre. Ce qui marche pour les hommes peut ne pas marcher pour les femmes aussi, en termes de morphologie. Je rajoute à cela l'environnement de travail, les besoins d'un soudeur ou les besoins d'un, heu, d'un étancheur ou les besoins en fait, quel que soit le métier ou un électricien qui sera amené à être en hauteur ou un cordiste, c'est pas les mêmes besoins que, d'autres, métiers. Donc chaque métier, chaque environnement de travail est spécifique et c'est l'assemblage, c'est le groupement de tous ces besoins-là, risques, personnes, métiers et environnement de travail, qui vont vous aider à identifier le bon harnais. Il y a une autre façon de présenter l'harnais selon le forme. Il y a la forme X que vous avez en haut, il y a la forme H et la forme Y.
hein, qui permettent par la suite, en fait, selon le métier, selon le besoin aussi, de trouver en fait le bon harnais. Bien évidemment, selon aussi votre appréciation, votre retour, rien ne vous empêche de changer de forme, et d'essayer plusieurs formes possibles pour pouvoir par la suite adopter, la forme qui vous convient le plus. Parlons de l'environnement de travail, il y a des petits plus qui peuvent se greffer au harnais. Donc, on a aussi la fonction principale qui est protégée des chutes. Il y a d'autres besoins. On voit des harnais avec du HV. S'il y a un besoin de HV, par exemple, c'est ça qui fait que ça permet d'intégrer cela et c'est possible aujourd'hui. Il y a des harnais aussi pour les femmes parce que ça prend en compte aussi la morphologie féminine, notamment par rapport aux poitrines et c'est ça qui permet aussi, d'avoir un peu plus de confort et on voit ce type de besoin supplémentaire à la fonction principale même du harnais qui commence à s'installer. Donc, pour mettre le harnais, c'est des étapes, je vais passer très rapidement, c'est des étapes très, très classiques, hein. Donc, pour pouvoir le mettre, comme il faut, bien l'ajuster par la suite. Donc on commence toujours c'est anodin, mais il y a eu des cas où, vraiment c'était très, très utile de bien veiller à ce que les poches sont vidées, hein, pas de clés, pas de portable, pas de stylo, pas qui permettent notamment en cas de suspension, en cas de chute, ça peut aggraver la situation en plus de la gêne, hein, parce qu'il y a les cuissards, il y a tout ce qui est sangle, il y a tout ce qui est la partie textile et métallique du harnais qui peut frotter sur ces choses-là, et ça peut donner un peu moins de confort, et ça peut par la suite aggraver la situation en cas de chute. Deuxième point important, c'est qu'avant de porter son harnais, je vérifie toujours les témoins. Donc, je vérifie la notice qui va m'expliquer comment lire les témoins. Par la suite, je vérifie l'étiquetage, hein, pour vérifier bien qu'il y a le marquage CE et qu'il y a tout ce qu'il faut en termes de date. Et on vérifie les témoins qu'il est toujours conforme, il reste toujours fiable pour pouvoir le porter. C'est une vérification très importante à l'avoir pour pouvoir mettre en toute sérénité son harnais. Donc on secoue par l'anneau dorsal l'ensemble du harnais, histoire parce qu'il est généralement il est un peu emmêlé, donc pour un peu démêler tout ça. Et par la suite, on sait tous, quelle que soit la forme, je disais tout à l'heure, c'est toujours en mode sac à dos, hein. C'est quand on le prend des deux côtés, on le porte comme si on porte un sac à dos. Donc on commence après par le réglage des cuissards par rapport aux boucles, donc par rapport aux fermetures. Ensuite, la partie thoracique et là, on attaque la partie ajustement. Mmh. C'est très important de bien vérifier que les anneaux dorsal et éventuellement sternal soient bien positionnés et que ça soit bien ajusté. L'ajustement se fait très simple au niveau des cuisses, c'est que si j'arrive à mettre mon point, c'est qu'il n'est pas bien réglé, il mérite d'être un tout petit peu plus serré, il nécessite un serrage complémentaire. Et si je ne peux plus rentrer le point, mais main plat, ça permet, cela veut dire que donc je peux, il est ajusté, j'ai plus besoin de serrer plus. Donc il faut vraiment trouver le bon serrage. Un harnais dans lequel le salarié flotte ou on flotte dedans, c'est pas du tout, il sert à rien en cas de chute. De toute façon, ça sert à rien, hein. D'une part, il n'est pas confortable et d'autre part, il servira à rien et il protégera pas au moment où éventuellement il y a une chute. S'il est trop serré, c'est pas confortable, notamment avec les vêtements de protection au-dessous. Donc, parfois, il y a des parkas, parfois quand il fait froid aussi, il faut bien s'équiper. Donc le serrage aussi, il faut qu'il soit le plus ajusté possible, le plus adapté. Je n'oublie pas de penser aux autres pays. Là, on va zoomer que sur les EPI anti-chute, mais il faut que aussi je vérifie mes gants, mon casque. Très important de penser aux jugulaires pour les travaux hauteur, hein. Pour les casques anti-chute, je pense aux lunettes et je recommande de faire toujours quelques mouvements avec, hein, qui reflètent un peu les mouvements liés à la tâche que vous allez réaliser avant de mettre en position hauteur. S'il y a une gêne, vous la détectez immédiatement. Ça vous permettra aussi d'identifier s'il faut serrer ou desserrer un peu plus. Pour résumer tout ça en vidéo, vous avez un lien qui sera partagé là tout de suite par mes collègues dans les coulisses pour voir le mémo et la vidéo qui décrit un peu. La vidéo peut faire aussi un bon quart d'heure sécurité s'il faut aussi et un support de formation et elle décrit toutes les étapes que je viens de vous expliquer.
On va commencer par le premier test de connaissance. Le sondage, donc il est lancé. Le harnais doit être ajusté selon vous. Donc je vous demande de réagir. N'hésitez pas à réagir. Selon vous, le harnais doit être ajusté en serrant au maximum les cuissards, en serrant au maximum les bretelles ou en laissant la place nécessaire pour laisser passer la main à plat. Donc selon vous, quelle est la bonne réponse? Il y a une seule réponse. Je vous laisse encore quelques secondes. Donc les réponses s'affichent. 80. Il y a encore des réponses. Allez, je vous laisse encore. 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 94%, vous avez la bonne réponse qui est en laissant la place nécessaire pour laisser passer la main à plat. Il y a eu quelques réponses sur les autres, mais vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse et bravo. Effectivement, donc c'est toujours la main, on essaie toujours de bien vérifier ça parce que le partie cuisse, partie cuissard et la partie un peu toute la partie qui est en lien avec la région péluvienne, elle est très sensible hein, au niveau des cuisses, donc c'est très important. On poursuit. Donc, en termes de vérification, il y a deux vérifications importantes pour le harnais. Il y a la vérification qu'on vient de voir avant chaque port, très important de vérifier. Chaque utilisateur, ça fait partie de la formation qu'on verra tout à l'heure, donc obligatoire. Donc, on forme aussi, quand on donne le harnais, on doit former aussi le salarié comment il doit vérifier, vérifier son harnais avant chaque port. Ça, c'est fait par le salarié lui-même avant chaque port. Il y a la vérification réglementaire périodique, tous les 12 mois. Ça fait partie en fait, de la réglementation. C'est un équipement de catégorie 3. Tous les 12 mois, on doit tracer, vérifier bien vérifier le harnais. Ça, c'est réalisé par l'employeur, par l'entreprise, une personne compétente. Elle peut être à l'entreprise ou sous-traitée. On peut faire appel à l'entreprise. Il y a plusieurs cas. En fait, les deux cas existent aujourd'hui. Soit on forme un salarié de l'entreprise pour qu'il monte en compétence sur le sujet, soit on fait appel pour cette vérification à un centre de maintenance ou à un centre de vérification où on fait appel en fait à un prestataire qui vient vérifier le parc une fois par an. Donc c'est très important les deux vérifications et l'une ne néglige pas l'autre. Le plus important, c'est que la vérification avant le port, elle doit être en fait, elle doit intégrer l'automatisme de la tâche. Et que je n'emporte pas à la légère l'équipement, le harnais. On doit vérifier. Tout ce que je vous dis sur le harnais, il est valable sur les longes, il est valable aussi sur les crochets, tous les connecteurs aussi. Donc, je vous partage quelques exemples. Vous vérifiez votre harnais, l'étiquette, on ne voit plus rien. Elle est effacée à force d'être malmenée, maltraitée, sous l'eau ou jetée dans le coffre avec les outils. On finit par, voilà, l'effet de soleil aussi, on finit que l'étiquette, elle est plus lisible. L'équipement, il est plus conforme et on ne peut plus le porter parce qu'on n'a plus l'identification du harnais. Si les coutures et les témoins commencent à se déchirer légèrement, c'est des indicateurs. Vous regardez bien la notice de votre harnais, vous allez voir en fait le fabricant vous accompagne via la notice comment lire les indicateurs. Et il y a des indicateurs, il y a des témoins, il faut bien voir si c'est déployé, si c'est légèrement déchiré, c'est qu'il a peut-être il a déjà subi une chute. Si le harnais a subi une chute, a une défaillance, donc il risque de ne plus amortir, il risque de ne plus résister. Et dans ce cas-là, il n'est plus conforme. Il y a une tendance parfois, c'est qu'on a tendance à mettre le prénom du salarié ou chaque salarié met son prénom directement sur la sangle. C'est interdit. Il y a toujours un endroit, cherchez l'endroit exact sur le harnais pour pouvoir mettre votre nom. C'est un endroit spécifique. Pourquoi la raison? C'est que généralement, c'est des produits chimiques dans l'encre en fait, qui peuvent un peu abîmer le textile, l'affaiblir, ce qui fait que la zone où il y a l'écriture, elle est chimiquement affaiblie et ça peut causer des ruptures aussi. Donc, évitez de mettre d'écrire en fait ou le numéro d'identification ou un prénom d'un salarié sur la partie textile. Il y a aussi tout ce qui est anneaux, les supports d'anneaux, généralement, c'est en plastique, en caoutchouc, en plastique, en fait, renforcé, ça peut se déchirer. Donc, dans ces cas-là, tout ce qui est en lien avec, comme vous voyez sur la photo, ça ne protège plus, ça garantit plus
le fait que l'anneau reste s'attache, reste en fait fixe, hein, et dans ce cas-là, il n'est pas conforme non plus. Si vous voyez que les pièces métalliques commencent à avoir un peu de corrosion, un peu de déformation, un peu de décoloration, c'est pas un bon signe. C'est le moment où il faut changer d'harnais. Donc il risque de lâcher. Les les, les pièces métalliques qui vont renforcer en fait le soutien, le support du corps au moment de la chute risquent de lâcher et dès que ça commence à avoir ces indices-là, hein, il faut éviter de porter le harnais. Il y a tout ce qui est en lien avec les métiers ou la tâche. Donc on verra en fait certains métiers, hein. Il y a le forte abrasion qui peut être par frottement sur des pièces mécaniques, l'agression chimique pour des métiers où on a besoin, où on est confronté à des produits chimiques. Tous ces éléments-là, et la partie textile, quand elle commence à changer de couleur ou à changer de forme, c'est aussi inquiétant. Il faut plus porter le harnais. Il y a tout ce qui est trous et brûlures pour les soudeurs. On le voit fréquemment pour les soudeurs. Donc, dès que ça prend des pics, hein, des trous de cette forme-là, c'est aussi inquiétant. Il faut plus porter son harnais. Et il y a aussi encore, en fait, ce qui est fréquent aussi, c'est tout ce qui est déchirure et coupure vers l'extrémité des, de la partie textile. Et c'est généralement le début de plus grave. Quand ça commence par l'extrémité, ça a plus de facilité à aller plus loin. Donc ça aussi, il faut être vigilant et éviter de le porter. Et on revient sur les témoins, en fait, il faut certains harnais, les témoins de couture, la discontinuité dans les lignes, il faut pas les prendre à la légère, hein. Et dès que ça commence un peu à disparaître un peu, cette discontinuité commence à être visible, il faut s'inquiéter et éviter de le porter. Il y a un dernier risque, on le voit beaucoup avec les fortes chaleurs, notamment sur l'UV ou les harnais qui restent longtemps en plein soleil aussi, ils sont un peu mal entretenus aussi et un vieillissement aussi lié à la chaleur. Ça peut donner des changements de couleur par endroits sur la partie textile qui est très très sensible le textile aux UV et ça peut aussi dégrader un peu la partie sécurité, hein, et la robustesse de la partie textile. Il y a la rigidité dans le milieu salin. Donc, notamment, on le voit un peu sur à proximité d'endroits un peu avec une forte concentration saline, donc à proximité de la mer notamment aussi. Ça aggrave aussi cette concentration, peut aggraver aussi la partie textile. Et bien évidemment, les boucles, quand vous voyez que les boucles commencent à être un peu dures à serrer, à fermer, c'est pas un bon signe aussi. Donc ça commence à bloquer un peu, ça évite d'avoir un bon serrage ou un bon ajustement. Dans ce cas-là, il faut aussi éviter de porter le harnais. Et par la suite, il y a tout ce qui est euh, euh, pour les accessoires pour qu'on puisse ranger un peu les sangles. Donc, éviter surtout de bricoler, hein, en ajoutant des petits bouts en plastique, donc on ne modifie pas un EPI, hein, on achète comme ça, il faut qu'on respecte la notice. Généralement, on insère toujours l'excédent des sangles quand ça dépasse. Il y a toujours des boucles qui s'est fait pour, si la boucle, il y a eu un souci, où elle était déchirée, où elle était cassée, il y a toujours des possibilités d'acheter des accessoires et vérifier avec le fournisseur la compatibilité de le faire pour éviter en fait ce que vous serez amené un peu à vous pensez bien faire, hein, mais ça peut ne pas correspondre ou ça peut, en cas de chute, aggraver la situation de la chute. Donc toute cette vérification-là doit faire partie d'un registre de sécurité. Hein, on a tout, on est habitué avec ce registre-là, hein, pour les engins, pour les équipements individuels aussi. Donc ça trace. Aujourd'hui, il y a aussi des versions via des applications. Vous verrez tout à l'heure sur le chapitre innovation, via les applications, on peut le faire. Donc tout simplement, on a besoin d'identifier facilement le harnais, le produit, hein. Il y a un numéro de lot, un numéro de série, la date de la dernière vérification. S'il y a des défaillances, il faut les tracer dedans. Donc c'est pas fait que pour en cas d'inspection ou en cas de contrôle, on est conforme. C'est fait surtout pour que ce qu'on porte nous protège et qu'il a été bien vérifié. Et ça répond à c'est pas des cases à cocher, hein, ça répond vraiment à être garanti, que la protection, elle est vraiment garantie. Et c'est ça qui permettra par la suite aussi, hein, d'acheter, de préparer anticiper le stock. Ou vous voyez que la date de péremption par rapport à tel ou tel harnais qui peut aller jusqu'à sur le marché, il y a des 6, il y a des 8, il y a des 10 ans. Donc, se préparer pour dire tiens, il y a l'heure, mes harnais ou mon parc commence un peu, on s'approche de la date, il faut peut-être commencer à anticiper, il y a telle ou telle défaillance. C'est ça qui permet aussi aux salariés qu'ils soient sûrs en fait de ces équipements, des équipements qu'ils portent.
On avance maintenant sur la partie liaison, les liaisons anti-chute, et un deuxième test de connaissance sur avant de porter mon harnais, je contrôle quoi juste avant de on check cette partie-là avant de partir sur la partie suivante. Donc avant de porter mon harnais, je contrôle la partie textile et en partie les coutures de sécurité, les parties métalliques, sa résistance en tirant sur les sangles ou le bon fonctionnement des sangles de réglage. Alors vous avez plusieurs choix possibles. Il y a un piège, attention. Vous avez plusieurs choix possibles. Donc je vous laisse encore quelques secondes. Donc en termes de avant de porter, donc vous voyez le message, c'est surtout vous prenez pas rapidement. On a tendance parfois à porter rapidement l'équipement et aller directement sur la tâche. Prendre le temps de vérifier ces équipements avant de les porter. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Résultat du sondage. Je vois pas le résultat. Alors, on a oui, c'est assez, d'accord. Alors la bonne réponse, c'est toutes les propositions, sauf sa résistance en tirant sur les sangles. Et vous êtes 10 hein, sur cette option-là. Donc la partie textile, en particulier les coutures, on l'a bien vu comment on le fait. La partie métallique aussi, on a vu quelques pistes comment le faire. Le bon fonctionnement des sangles, la résistance, non, il faut être un laboratoire avec un banc d'essai pour pouvoir le faire. C'est pour cette raison qu'on ne vous demande pas de vérifier, on ne nous demande pas de vérifier la résistance. Maintenant, on avance sur la suite, donc la partie sur les liaisons. Donc les liaisons, il y a 2 types possibles. Il y a ce qui est système arrêt de chute. Le système d'arrêt de chute, c'est très simple. C'est un système qui me permet, qui doit être utilisé, pour atteindre donc une zone ou des positions pour lesquelles il y a un risque de chute. Et si je chute, je reste suspendu. Cela veut dire que j'ai besoin d'avoir un point d'ancrage, une liaison avec un absorbeur d'énergie et mon harnais. C'est ça qui me permet, en cas de chute, je peux être retenu, je peux être euh, suspendu, mais je reste suspendu le temps que les secours arrivent. Pourquoi un absorbeur d'énergie? L'absorbeur d'énergie, il y a eu des études à l'époque, hein, tout ça grâce à l'époque aux parachutistes militaires. Donc il y a eu des études médicales et on a fait le constat, les normalisations européennes ont pris ça aussi. À partir de 600, une force de choc entre 600 et 1200, c'est l'impact sur le corps, ça donne des séquelles irréversibles. C'est très grave. À partir de 1200, c'est mortel. Le corps humain ne peut pas supporter une force de choc, on va dire à partir de 600, il faut éviter. Le fait d'intégrer un absorbeur d'énergie, l'absorbeur d'énergie va tout faire pour que la force de choc reste toujours moins de 600 Newton. Parce que c'est lui qui va absorber le choc. C'est pas le corps humain qui va absorber le choc. Donc il y a une dissipation de l'énergie qui va permettre par la suite de l'amortir vers le corps humain. C'est ça qui fait que l'absorbeur d'énergie est très important de l'avoir pour que on reste suspendu le temps que les secours arrivent. La deuxième solution, c'est le système de retenue. Vous remarquez très bien, il n'y a plus d'absorbeur d'énergie parce que je risque pas de chuter. Mais ça m'évitera, ça va me retenir pour que je ne me mets pas en danger de chute. Donc c'est un système qui va restreindre mon déplacement, le déplacement de l'opérateur, de l'utilisateur, pour l'empêcher de chuter. Les deux systèmes sont très similaires et on les confond parfois. Donc vous voyez la différence. J'ai un absorbeur, je suis sur un système d'arrêt de chute, ce qui est imposé, en fait, ce qui est obligatoire si j'ai des travaux, si j'ai un risque de chute de hauteur. Si je n'ai pas d'absorbeur d'énergie, si je suis sur un système de retenue. Quand on parle système d'arrêt de chute, il y a un élément très important, c'est le tirant d'air. Parce que si je tombe, j'ai beaucoup de la liaison et les longues, le premier obstacle, je vais le prendre et ça risque d'avoir les risques peuvent être graves, alors que l'objectif, c'est d'être suspendu. Tirant d'air, c'est très important, c'est intégré dans la formation, hein, quand on forme
les salariés sur les équipements de protection individuelle anti-chute. Ça permet en fait de faire le lien entre A, c'est la longueur de la liaison, B, vous avez la somme de B à distance de l'absorbeur, la taille du travailleur et par la suite la distance de sécurité de 1 mètre. Donc c'est très important de bien vérifier de combien j'ai besoin en liaison pour pouvoir par la suite, soit je suis loin du dernier obstacle. On parle de tirant d'air vertical, il y a aussi le tirant d'air latéral. Quand j'ai des liaisons aussi, en fait, un mur à proximité, ben, l'effet pendulaire peut aussi causer une projection ou une collision avec un obstacle à côté. Ça joue aussi dans le choix de votre point d'ancrage. Donc, le tirant d'air va vous aider à identifier la bonne longueur de votre liaison, verticale, latérale, ça va vous aider à identifier là où il faut bien mettre le point d'ancrage. Donc, si c'est très difficile, des lignes de vie, donc en mouvement, qui me suivent, en fait, le crochet suit, c'est pas un point d'ancrage fixe, permettent aussi de répondre à ce type de besoin. C'est pour ça aussi, je recommande beaucoup, en fait, quand il y a un doute sur le tirant d'air, je recommande beaucoup les rappels automatiques, hein. Rappel automatique, étant donné que j'ai du mou que quand j'ai besoin, sinon, bah, la liaison, c'est la plus courte possible, ce qui fait, le fait d'avoir, quand on compare une liaison classique, une longe classique avec un rappel automatique, le tirant d'air est diminué de 1/3 et on gagne beaucoup en tirant d'air parce que le rappel automatique, c'est une bobine qui va permettre, si j'avance, ça me donne du mou, si j'avance pas, ça se rétracte et le stop chute, en fait, il stoppe vraiment rapidement en cas de chute. Après le tirant d'air, il y a un autre indicateur important qui est le facteur de chute, qui va identifier aussi. Parfois, on a la, le loisir et la chance d'identifier notre point d'ancrage. Dans d'autres cas, on est obligé d'utiliser un point d'ancrage. Donc, il faut aussi, ça prend en compte dans le choix par la suite. Donc, il y a le facteur chute 1. Donc, j'ai mon point d'ancrage, il est au niveau de mon thorax, au niveau de l'anneau. Un facteur de chute 2, le point d'ancrage, il est au niveau de mes pieds. Et un facteur de chute 0, le niveau d'ancrage, il est au-dessus de moi. Donc, ce qui fait qu'en cas de chute, bien évidemment, le facteur de chute 0, il est le plus confortable étant donné que la liaison sera rattrapée, elle est masquée dans la chute et on est rattrapé rapidement. Donc, il y a quelques référentiels. En fait, les produits tournent autour de ces normes-là, hein, entre les anti-chutes mobiles sur un support rigide ou mobile sur un support flexible. Il y a les longes avec absorbeur et il y a les rappels, les anti-chutes à rappel automatique. Il y a un point important aussi sur les arêtes vives. Les arêtes vives, donc c'est une norme en plus, hein, qui est une option en plus. Donc, si vous êtes amené à porter un système d'arrêt de chute sur des charpentes ou des structures métalliques avec des arêtes vives, en cas de suspension, il faut imaginer que la longe, elle peut frotter sur une pièce tranchante et il n'y a que l'option arête vive avec le pictogramme que vous avez sur l'écran qui permet de garantir que l'équipement a été testé aux arêtes vives et il peut supporter les arêtes vives. Il y a un point juste pour zoomer sur l'usage en fait des harnais dans les nacelles pour le risque d'éjection. Et là, je reviens sur l'importance de mettre un système d'arrêt de chute dans la nacelle pour éviter en cas de catapultage. Donc, vous avez des pictogrammes sur certains enrolleurs aujourd'hui, un rappel automatique, des pictogrammes aussi sur les nacelles pour bien préciser là où il y a le point d'ancrage pour s'équiper dans la nacelle pour éviter d'être éjecté. Et c'est le système d'arrêt de chute qui permet de rester suspendu le temps que les secours arrivent. Donc, on a fait un guide sur le sujet, sur le port de harnais dans les nacelles. Vous aurez le lien vers le guide et vers le mémo. Globalement, on rappelle un peu la préconisation avec l'INRS, c'est un travail en fait commun, hein, INRS ou PPBTP, pour une préconisation sur l'usage des EPI anti-éjection dans les paniers. Donc, on préconise les rappels automatiques, l'ange simple ou l'ange double avec absorbeur. Il y a aussi une vidéo qui explique comment utiliser les nacelles en toute sécurité. On arrive à la dernière partie qui est le point d'ancrage. Le point d'ancrage, on est sur des points. Alors, il y a la norme 795 qui régit les 5 catégories de points d'ancrage. Il y a la classe A, B, C, D et E. On va rentrer en détail après. Il y a uniquement le B et le E qui sont considérés comme un EPI. Donc, c'est un marquage CE en tant qu'EPI parce que c'est des points d'ancrage transportables, temporaires. Donc, c'est considéré comme un EPI. Donc rapidement, le classe A, c'est tout ce qui est en fait l'encre structurelle qui est conçue
fixé directement sur la structure. L'exception avec ces crochets de sécurité qui sont régis par une autre norme européenne qui est la 517. Les autres, c'est des 795-A. La classe B, on est plutôt sur dispositif d'ancrage provisoire et transportable que quelques types hein, que vous voyez sur l'écran. Les lignes de vie, tout ce qui est flexible, donc c'est considéré comme des classes C. Vous avez la classe D pour tout ce qui est dispositif d'ancrage sur rail, donc rigide. Et là, vous avez quelques exemples sur l'écran. Et il y a aussi la classe E, tout ce qui est corps mort. Donc, c'est des points d'ancrage temporaires. On vient de mettre temporairement, occasionnellement, le temps de finir la tâche. Soit c'est grâce au poids. Et là, c'est sur un support métallique, c'est aimanté. Et l'effet magnétique fait que le point d'ancrage retient la chute. Donc, il ne suffit pas d'avoir un point d'ancrage, il faut savoir aussi bien le vérifier et bien l'installer. Donc, on a une publication sur le sujet aussi. Donc, c'est très important. On ne s'improvise pas installateur de point d'ancrage. Il faut respecter la notice d'une part, il faut avoir des compétences pour pouvoir l'installer comme il faut, vérifier que la rigidité de la structure d'accueil. Là, c'est une compilation de quelques exemples à éviter. Donc, un point d'ancrage sur ce type de bois avec cette épaisseur-là et ce type de fixation, il ne résistera pas. En point d'ancrage sur des conduits d'aération, pareil. Donc, vu les toitures fragiles, les tôles minces, si on fait un point d'ancrage, aussi, c'est compliqué. Et la vérification, aussi, c'est important. Ça rentre dans la vérification tous les 12 mois, hein, que je vous ai partagé tout à l'heure. Donc, vous voyez à l'usure ici, la corrosion fait qu'on ne fait plus confiance à ce type de point d'ancrage. Donc, la vérification est très importante et elle doit être faite par des personnes compétentes et formées. On arrive à la formation et son importance. La formation est obligatoire pour les EPI anti-chute. C'est le code de travail qui le dit. Donc ça, pour vous accompagner, il y a une norme fascicule de documentation hein, sur les recommandations pour une bonne formation. Et ce document, donc, il définit quels sont les objectifs, les connaissances qu'il faut et le processus d'acquisition et de la validation des connaissances. Donc, c'est un document qui a permis un peu de cadrer le marché des formations des EPI anti-chute. Dans la formation, on ne se concentre pas uniquement sur le fait de comment porter son harnais. Il y a un point important, très très important, lié au secours. Donc, on recycle toujours l'importance du recyclage, c'est de savoir alerter, protéger, secourir. Ce n'est pas un exercice qu'on le fait tout le temps, d'ailleurs heureusement, mais quand ça arrive, on doit être prêt. Et c'est l'entraînement via le recyclage des formations qui est important à le rappeler. Quand on a une chute, on n'a pas le droit de rester longtemps. On ne peut pas rester longtemps. Il faut tout faire. C'est chaque seconde compte. Il y a le syndrome de suspension, ou autrement syndrome du harnais. Il y a quelques accessoires qui permettent de gagner quelques minutes, hein, mais on ne peut pas rester longtemps. Donc, il faut être formé pour pouvoir secourir rapidement. Et si on n'est pas formé, on perd beaucoup de temps. Et là, ici, j'insiste sur l'importance de la formation et le fait d'être le recyclage qui soit maintenu. Donc là, vous avez sur l'écran, en fait, quand on est suspendu, ça tire sur la partie des cuisses. Donc il y a un problème de circulation sanguine et ben, les conséquences peuvent être graves. Il peut y avoir un décès suspendu. Hein. Donc là, j'arrive sur les responsabilités de l'employeur, du salarié. L'employeur, chef de l'établissement, selon le code du travail, c'est juste un rappel. Donc, il a la responsabilité d'analyser et évaluer le risque. Il doit mettre à disposition les EPI. Il vérifie, il maintient la conformité. Il fixe les conditions pour la disposition. Il doit former et informer ses salariés et s'assure le bon fonctionnement. Il s'assure aussi que le pays est porté. Un patron qui néglige et qui n'insiste pas sur le port du harnais ou de l'équipement de protection individuelle, c'est que il n'a pas respecté ses responsabilités et il doit veiller à la vérification aussi des équipements. La formation, donc, elle est obligatoire. C'est aussi l'employeur qui doit le mettre à la place et le recyclage. Pour certains métiers, c'est un peu plus poussé en termes de qualification. Les cordistes, par exemple, on avait publié un guide pour les cordistes. C'est un métier assez spécifique, une exigence assez spécifique. Donc, la qualification aussi, elle est assez spécifique. Ça passe par des formations, par des CQP. Donc, c'est très important d'aller jusqu'au bout aussi de ce parcours de formation avant hein, de se déclarer faire les travaux en hauteur. Pour le salarié et l'employé, il a des responsabilités. Il faut qu'il remonte l'information. S'il y a un souci sur un équipement, sur son harnais, il est défaillant, il y a un problème, donc il doit remonter l'information. Il doit surtout
porter le pays, hein, il met à disposition. Il doit le contrôler avant et après chaque utilisation. Il doit respecter les consignes. Il se tient informé. Il suit les formations et surtout pas, ne pas s'interdire d'exercer son droit de retrait ou dire, en fait, si il constate que le harnais, il est pas très, il y a un souci, il refuse de le porter. Il dit: «Stop, je peux pas travailler dans ces conditions». Si, par exemple, il découvre que les conditions de prévention, de protection ne sont pas réunies, il remonte l'information, mais il ne cherche pas à aller rapidement ou il ne cherche pas. Avant tout, on se protège. Avant d'aller un peu plus loin, il s'autorise à dire non, il s'autorise à prendre le temps parce qu'on est sur un risque mortel. Hein, on n'est pas sur des bobologies. En termes d'innovation, avant de laisser le temps par la suite pour les questions-réponses, prendre le temps d'échanger, en termes d'innovation, on voit beaucoup maintenant des EPI anti-chute connectés. On fait des puces, on les tag, hein, ça aide beaucoup, notamment la partie vérification, traçabilité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de registre sécurité. Maintenant, il est dans l'application, dans une application. Vous venez, vous flashez le code ou le QR code ou la puce RFID de votre harnais ou de votre mousqueton ou votre casque aussi anti-chute. Là, vous avez en fait toute la fiche qui apparaît, la date de la vérification, la date de péremption, tous les détails qui sont dedans. On voit un peu aussi de plus en plus, moi je vois de plus en plus, alors je l'ai vu en mode R&D, hein, là je vois un peu commercialisé aussi, intégrer l'airbag dans les harnais anti-chute qui commence un peu à s'installer. Ça a le mérite pour certains cas et certaines situations de travail. Hein, je vois en fait selon la forme, selon quelle est zone vitale qui est protégée par l'airbag, la technique de déclenchement, ça pourrait donner un certain intérêt. Donc, à l'OPTVTP, on regarde ça, on suit ça de très près, et on reste prudent en termes de configuration, en termes de besoins spécifiques pour certains métiers. Il y a aussi la compatibilité entre le harnais et l'exosquelette. Vous voyez, l'exosquelette, pour certains travaux roteurs, ils sont amenés à porter les deux en même temps. Il y a des pièces métalliques qui frottent de l'exosquelette, qui frottent sur les pièces textiles du harnais, et ce frottement peut engendrer quelques conséquences. Donc, aussi en termes d'innovation, il y a des métiers qui ont besoin de répondre aux risques TMS et chute de hauteur. Donc, il y a quelques innovations aussi sur le sujet. Donc, bien évidemment, en fait, hein, les innovations des fabricants qui cherchent toujours à améliorer le confort des harnais, c'est toujours d'actualité. Il y a plusieurs fabricants, en tout cas, qui sont très vigilants au confort, notamment, surtout le confort, parce que ça reste le point le plus important euh, pour comparer les harnais entre eux. C'est l'ergonomie, c'est le confort. Dans le confort, il y a l'usage, il y a le confort thermique, il y a la compatibilité avec les autres pays, comme les vêtements et autres. Là, on a fait le tour de l'ensemble des points de vigilance. Je veux vous partager juste, on va lancer une vidéo pour vous partager notre site internet. Bienvenue sur chutedehauteur.fr, votre page dédiée à la prévention des risques de chute de hauteur dans le BTP. Vous allez y retrouver des informations et des ressources pour vous informer et lutter contre les chutes de hauteur dans le BTP. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Cap sur la prise de conscience avec un film et des vidéos. Des récits destinés à vos équipes pour les sensibiliser aux risques de chute de hauteur et de leurs conséquences pour eux, pour leur famille et pour toute l'entreprise. Participez à notre étude nationale sur les chutes de hauteur. Faites le point en 5 minutes sur votre façon de penser et d'agir en répondant à notre enquête. Découvrez notre boîte à outils avec une sélection de ressources telles que les affiches de prévention, les mémos, les outils, les solutions et les formations. Enfin, participez à nos webinaires et à nos événements locaux. On vous attend. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, rendez-vous sur notre page chutedehauteur.fr pour agir contre ce risque. Voilà, donc je vous laisse le soin de regarder la page. Il y a pas mal de supports, il y a pas mal aussi de solutions dedans. Alors, je suis à l'écoute de vos questions. S'il y a des questions, donc n'hésitez pas à partager encore. Donc après, il y aura juste garder un peu plus de temps, s'il vous plaît, par la suite, pour qu'on puisse avoir votre avis sur ce webinaire. Hein, pour pouvoir aussi, n'hésitez pas à proposer aussi d'autres sujets sur d'autres équipements. Alors, les questions.
Je vais regarder alors l'ordre de pose du crochet de sécurité. Oui, alors comment s'assurer de la robustesse de la structure d'accueil? C'est une excellente question. Alors généralement, soit on fait appel à une personne formée, une personne compétente, soit c'est un bureau d'études qui vient avec son matériel de vérification, qui vérifie en fait la structure d'accueil. Il permet aussi par la suite de garantir la fiabilité de l'installation. Il laisse un PV et c'est la bonne pratique, c'est de faire appel à des gens compétents qui vont nous garantir que la structure d'accueil du point d'ancrage, elle est bien résistante et elle est bien robuste pour pouvoir accueillir le point d'ancrage. Prendre une deuxième question. Quelle périodicité pour le recyclage de la formation port du harnais? Alors, ça dépend, c'est l'entreprise qui choisit la fréquence. La norme, le fascicule de documentation que je vous ai présenté tout à l'heure, lui, il définit une fréquence de 3 ans. Tous les 3 ans, faire une piqûre de rappel, notamment pour les gestes de secours. Si une entreprise elle a des besoins plus spécifiques, ou elle a l'habitude de porter fréquemment le harnais, elle peut décider d'avoir une fréquence annuelle, par exemple, ou 2 ans, tous les 2 ans. Donc chaque entreprise peut mettre en place la fréquence qu'elle souhaite. Alors, existe-t-il des moyens de calcul de tirant d'air rapide sur site? Alors, les calculs de tirant d'air, il faut être très très prudent parce qu'il faut voir d'abord la notice de la liaison. Quand vous achetez la longe ou vous achetez votre rappel automatique, donc il faut voir la notice parce que c'est ça qui va donner des éléments aussi par rapport au calcul de tirant d'air. Donc une application, quelle que soit la liaison, moi, à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est bien d'avoir la formation. Je vous ai parlé de la formation tout à l'heure. Il y a tout un module dans les formations des équipements de protection individuelle qui explique aux salariés comment calculer son tirant d'air en partant de la notice. Donc c'est un calcul simple, je vous ai montré tout à l'heure, la somme des distances plus 1 mètre de sécurité et ça permet être sûr d'avoir la bonne mesure. Alors, une question sur les pumps, les nacelles qui ne disposent pas de point d'ancrage. Alors, les nacelles anciennes, on a enquêté, il y en a pas beaucoup, hein, et heureusement. Alors, normalement, quand on a une nacelle sans point d'ancrage, l'employeur, doit en fait garantir un usage en toute sécurité sans point d'ancrage, il faut qu'il explique pourquoi. Surtout pas, en fait, les demandes que j'ai vécues, c'est que, on fait appel au constructeur ou on fait appel à des personnes compétentes pour pouvoir ajouter ce point d'ancrage, le souder ou l'intégrer. Il faut surtout pas prendre la responsabilité soi-même d'ajouter ce point d'ancrage. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment être très, très vigilant sur ce type de nacelles qui sont heureusement, il y en a pas beaucoup, il y en a plus beaucoup, qui sont sans point d'ancrage. Donc voir l'analyse qu'il faut faire pour les déporter, notamment, et s'il faut, bah, faire appel aux personnes compétentes pour pouvoir ajouter ce point d'ancrage. Alors la fiche il y a une question parce que il y en a beaucoup. Pourriez-vous me transmettre la fiche d'identification? Alors la fiche d'identification, on va regarder si elle est disponible sur notre site. Sinon, quand vous achetez un équipement de protection individuelle, le fabricant dans la documentation technique qu'il propose, la majorité propose aussi, hein, la fiche d'identification. Ils mettent ça à disposition. Il y en a qui le mettent en version papier et maintenant il y en a aussi qui le mettent en version électronique à tous les clients pour pouvoir avoir cette fiche d'identification qui accompagne le produit. Alors, une question je pense on va terminer avec celle-là. Si un harnais est individuel, peut-il fournir à des différents intérimaires? Alors, il faut être très vigilant par rapport à ça. En fait, si l'employeur peut garantir que le harnais a été bien vérifié après chaque usage, il y a un système, on le voit parfois, c'est un système de magasinier compétent. Donc, quand il reçoit le harnais, il va checker la liste, il va le vérifier, il va noter le registre. C'est la seule condition qui permet d'avoir un harnais porté par plusieurs personnes. À partir du moment où on garantit pas que la vérification est faite après chaque utilisation,
Il ne faut pas prendre à la légère le partage des harnais parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions l'autre salarié va le prendre. Il n'y a pas de vérification entre les deux. C'est pas le même ajustement, c'est pas la même utilisation, peut-être c'est pas le même métier. Donc c'est juste bien vérifier que le registre a été bien renseigné et que la vérification a eu lieu entre deux usages. Bah, écoutez, on arrive au terme du webinaire. Je reviendrai vers vous sur sur la suite des questions. Et je vous propose de nous consacrer encore quelques secondes pour répondre, si on peut lancer l'enquête pour répondre à l'enquête de satisfaction sur ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas à revoir, peut-être j'étais rapide sur certains points, n'hésitez pas à revoir le webinaire en replay et réagir aussi. Merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.